Sucre, tabac, alcool, sexe, jeux d'argent ou plus encore, jeux vidéo, réseaux sociaux, binge drinking, en français alcoolisation ponctuelle importante, et d'autres substances prennent le devant de la scène. Difficile de résister. Mais où s'arrête le plaisir et quand commencent les addictions ? Bonjour, Jasmine Dijoux. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans le cadre des causeries de la santé dédiée aujourd'hui aux addictions et conduites addictives et à la mise en place d'actions et plus particulièrement la réalisation d'ateliers d'écriture créative. En effet, faire dire pour faire écrire sur les conduites addictives, sur nos propres addictions ou celles de notre entourage. Écrire pour s'en sortir et pourquoi pas pour en finir avec ces situations de dépendance. C'est le défi que s'est lancé l'Institut de l'illettrisme et des langues de l'océan Indien que je dirige à l'Université de La Réunion. Ce défi a été possible grâce au partenariat avec la préfecture à travers un programme d'action pour lutter, pour freiner les addictions et les conduites addictives. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un invité de marque, M. Brian Touré. Bonjour. Bonjour Madame Dijoux. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Brian Touré, je suis chargé de mission en préfecture de La Réunion à Saint-Denis. Donc en charge plus particulièrement des politiques de prévention, donc prévention des addictions, du décrochage scolaire et des discriminations. Parlez-nous un peu plus de vos missions. Oui. Alors, effectivement, pour vous détailler peut-être un peu plus ces missions, alors ça, qu'il y a un peu plus d'un an, l'ancienne sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse avait souhaité mettre en place, je dirais, un poste de chargé de mission, mais vraiment spécifiquement orienté sur les thématiques de prévention, partant du constat que bien souvent, là, on agit sur l'aspect curatif d'un problème, avant même de traiter l'aspect préventif. Donc, il était vraiment important de créer un poste dédié sur toutes les thématiques de prévention, sur le décrochage, les discriminations et les addictions. Partant du principe, comme le dit l'expression, mieux vaut prévenir que guérir, justement. Vaste programme. Et là, nous sommes vraiment dans des enjeux sociétaux très, très importants sur notre territoire. Oui, voilà, raison pour laquelle aussi, au niveau de ma mission, on est rattaché vraiment au service de la cohésion sociale, de la préfecture, alors qui regroupe tout un panel de chargés de mission dédiés à la jeunesse, à la prévention, à la lutte contre la pauvreté, mais aussi tous les collègues délégués à la politique de la ville, et à la collègue déléguée aux droits des femmes. Donc vraiment un portefeuille orienté sur les thématiques de cohésion sociale, de jeunesse, au bénéfice du territoire et des populations. Rappelez-nous la différence entre prévention et lutte. Alors je dirais que tout dépend un petit peu de la temporalité du problème en question. Typiquement sur la prévention, on va être en amont du problème et l'idée va être justement d'éviter de tomber dans le problème que l'on est censé combattre, par justement des actions de prévention, d'information, de sensibilisation en amont, tandis qu'effectivement sur la lutte contre les addictions en tant que telle, là on va plutôt être en aval du problème, c'est-à-dire comment effectivement lutter contre les stupéfiants, contre les trafics, la prise en charge des malades en tant que telle. Donc c'est une question de temporalité, je dirais. D'accord. Décrochage scolaire, discrimination, des liens avec les addictions ? Oui, alors pourquoi effectivement on a regroupé ces trois thématiques ? Alors la première sur le décrochage scolaire, alors juste pour rappeler en quelques mots, ça concerne tous les jeunes, généralement entre 14 et 25-30 ans, qui sortent effectivement du système scolaire sans avoir un niveau de qualification ou un diplôme, et qui généralement sont pour certains en situation effectivement de décrochage, donc parfois aussi de marginalisation, voire même d'exclusion au niveau de leur famille, donc c'est une population un peu plus vulnérable que d'autres. Et sur la thématique de la lutte contre les discriminations, donc je dirais c'est toute la thématique de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, tout ce qui est lié à la haine anti-LGBT. Donc là aussi, ça concerne des populations, plutôt des publics victimes, là aussi d'exclusion, de haine, qui là aussi donc, vont être un peu plus vulnérables du fait de cette exclusion. Et donc là, effectivement, on est face à un terreau propice à justement des phénomènes addictifs. Car effectivement, quand vous êtes dans des phénomènes un petit peu d'exclusion, de marginalisation, forcément, certains publics peuvent être beaucoup plus vulnérables à tomber dans les addictions pour justement retrouver un certain plaisir vis-à-vis des difficultés du quotidien. D'où le fait de pouvoir regrouper ces trois thématiques entre elles,
puisqu'on travaille aussi beaucoup avec le secteur associatif. D'accord. Et si on devait définir les addictions, quelle serait la définition? Alors ça, effectivement, c'est un vaste sujet. Et c'est vrai que typiquement, quand vous posez la question à monsieur, madame, tout le monde, quand vous leur parlez d'addiction, les gens intrinsèquement vont réagir en parlant plutôt du produit en tant que tel. Typiquement, qu'est-ce qu'une addiction? Les gens vont répondre, effectivement, c'est l'alcool, c'est le tabac, c'est une drogue. Alors qu'effectivement, l'addiction en tant que telle, on parle plutôt d'un phénomène, d'un processus qui est plutôt, avant tout, un processus de dépendance. Et là, pour le coup, de dépendance vis-à-vis d'un produit. Donc là, ça peut être effectivement le tabac, l'alcool, une drogue. Pas forcément un produit d'ailleurs. Ça peut être aussi un comportement. Une addiction, on en parle souvent, addiction aux jeux vidéo, addiction aux écrans, aux jeux de hasard, également au sexe, tout le secteur aussi de la pornographie. Donc voilà, c'est avant tout, je dirais, un phénomène, un processus de dépendance envers un produit ou un non-produit qui va se traduire par des conséquences négatives. Négatives sur le plan de sa santé psychique, psychologique et même physique, et également des conséquences sociales. Car bien souvent, effectivement, dans les cas les plus extrêmes d'une conduite addictive, cela va même amener les personnes à être carrément coupées de leur entourage familial, amical. Et avant tout, car il y a toujours aussi, ne pas l'oublier, cette recherche du plaisir. C'est aussi ça qui est géré un petit peu à l'origine du phénomène addictif, de trouver un plaisir dans cette consommation, mais ce plaisir qui, au fur et à mesure, va se muer en quelque chose de beaucoup plus négatif. D'accord. Donc la fin du plaisir est marquée par le début des ennuis et des souffrances. Parfois, pas tout le temps. Parce qu'un exemple très concret que j'aime bien donner à chaque fois, typiquement, ça vous arrive peut-être à vous, à certains auditeurs, le soir, vous aimez peut-être bien manger une tablette de chocolat. Effectivement, il y a une notion de plaisir. Certains vont être de plus en plus accros à manger de plus en plus de chocolat. Est-ce à dire pour autant que vous êtes addict au chocolat? Donc là, il y a bien cette notion de plaisir, mais par contre, il faut bien avoir en tête qu'il y a aussi une notion de contrôle qui rentre en jeu. Si par contre, voilà, au bout de plusieurs semaines, vous commencez à manger 1, 2, 3, 10 tablettes de chocolat chaque jour et que ça vous amène à ne plus fréquenter vos amis, à avoir des conséquences sur votre santé, je parle en termes de diabète, d'obésité ou autre, là, effectivement, on peut être face à un problème addictif. Par contre, effectivement, que les personnes se rassurent, la seule consommation d'un produit qui vous donne du plaisir n'engendre pas forcément une conduite addictive. D'accord. Et en ce qui concerne la réunion, qu'en est-il de ces situations d'addiction? Alors effectivement, la situation peut être assez ambivalente, mais c'est vrai que globalement ce que l'on peut dire sur La Réunion, ne pas oublier qu'on est quand même avec une population globalement jeune par rapport à la moyenne nationale, plutôt jeune, en partie également pour une partie de la population aussi fortement précarisée. Donc là aussi, je dirais qu'on est aussi face à un terreau plutôt propice au développement des conduites addictives, puisqu'effectivement, on le sait, la période de l'adolescence est souvent aussi une période un peu de remise en question, de bouleversement aussi psychique. Donc d'ailleurs, effectivement, on peut aussi plus facilement avoir une population vulnérable à ces phénomènes addictifs. Mais globalement, pour juste le dresser dans les grandes lignes, on est face quand même à des addictions qui concernent avant tout, je dirais, en termes de nombre, l'alcool. C'est quand même assez connu à La Réunion vis-à-vis effectivement des produits spiritueux qui peuvent être aussi fabriqués sur le territoire. Donc les questions de l'alcool. Des phénomènes addictifs aussi assez répandus sur le tabac, de manière générale, la question du tabagisme, mais également toutes les thématiques qu'on connaît sur les drogues, le cannabis, le zamal, tout ce qui est cocaïne aussi, les drogues un peu plus dures, que l'on veut le dire, mais également aussi des phénomènes émergents dont on parle de plus en plus, liés notamment au déconfinement, liés aussi au phénomène des nouvelles technologies. Donc ça va être les addictions aux jeux vidéo, aux écrans, mais également c'est aussi plutôt une spécificité à La Réunion aussi aux thématiques des jeux d'argent, qui touchent aussi un peu plus ce territoire par rapport à d'autres. D'accord. On parle des addictions, on parle des conduites addictives. Il y a une différence? Ce sont souvent quand même des termes synonymes. Effectivement, les addictions, on les rapproche souvent à la question des produits. Les conduites addictives, on va plutôt aussi parler de processus vis-à-vis aussi d'un comportement, d'une pratique qui va être liée. Mais globalement, on est comme sur des termes synonymes. D'accord. Est-ce que vous avez quelques données chiffrées? Oui, effectivement, je suis venu avec quelques données pour pouvoir un petit peu aussi illustrer aussi cette problématique à La Réunion. Alors, comme je vous le disais, c'est vrai qu'on est plutôt concerné, je dirais, en termes de nombre, par la thématique de l'alcool. Chaque année, il faut l'avoir en tête, les problématiques liées à l'alcool, aux conduites addictives à l'alcool, c'est quand même entre 400 et 600 décès par an,
plus ou moins liées aussi à cette consommation. Ne pas oublier aussi, c'est une problématique vraiment spécifique à La Réunion, c'est le cas des syndromes d'alcoolisation fœtale. Donc là, on n'y pense pas forcément, mais c'est toutes les problématiques liées aux femmes enceintes qui vont consommer de l'alcool pendant leur grossesse, avec des répercussions très importantes, d'abord pour le fœtus, puis ensuite pour le nourrisson. Et là, typiquement, chaque année, on a à La Réunion environ une vingtaine de cas diagnostiqués. Donc c'est uniquement, je dirais, la face immergée de l'iceberg. Et enfin, concernant toujours l'alcool, on dénombre un peu plus de 5000 passages aux urgences par an, rien que sur notre île, et un peu plus de 6000 patients qui sont aussi suivis par les services de santé. Donc voilà, on ne parle pas non plus de quelques dizaines de personnes, on est quand même sur des populations assez importantes. Donc ça, c'est pour la thématique, je dirais, de l'alcool. Sur le deuxième produit le plus consommé, on pense tous au tabac, forcément, qui concerne aussi beaucoup de personnes à La Réunion. Alors là aussi, les conséquences négatives sont quand même nombreuses, entre 500 et 600 décès par an, plus ou moins liés aussi au tabagisme, on pense tous au cancer notamment. En termes de chiffres aussi, c'est quand même 16% de la population, localement, qui se dit fumeur quotidien. Si on élargit la focale en parlant aussi des fumeurs passifs, tout ce qui est tabagisme passif, quand vous avez quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage qui fume mais pas vous, là on touche quand même près du quart de la population qui est quand même confrontée à la fumée. Et très concrètement, ça se traduit chaque année par un peu plus de 2000 patients pris en charge aussi par les services de santé. On peut aussi parler du cannabis, si on parle de produits illégaux. C'est plus de 600 kilos, par exemple, de saisie chaque année en moyenne par les forces de l'ordre et des douanes, en forte hausse. Et là aussi, plus de 400 patients qui sont suivis aussi par ces problématiques. Donc voilà, là, c'est vraiment juste pour parler, je dirais, des cas les plus symboliques. Mais si on peut revenir, je dirais, sur les parties plutôt, les spécificités de La Réunion, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'on est globalement sur des phénomènes beaucoup de polyconsommation. Donc c'est vrai que typiquement, les consommateurs, ça ne va pas être uniquement de l'alcool, du tabac ou une drogue. Ça peut être aussi, bien sûr, des mélanges de produits, alcool, tabac, drogue. Donc voilà, un phénomène de polyconsommation. Autre phénomène aussi assez prégnant à La Réunion, qui va concerner également la problématique de la fiscalité. Vous le savez peut-être, mais c'est vrai que la fiscalité au niveau de l'alcool est assez avantageuse, au niveau notamment des spiritueux produits localement. On pense notamment au rhum, avec un prix de l'alcool qui est justement beaucoup moins cher par rapport aux autres voisins d'outre-mer et à la métropole. Donc c'est vrai que cette disponibilité du produit, ça peut aussi se traduire par des consommations plus fortes, puisque effectivement le facteur prix va beaucoup aussi influencer les consommateurs. Et puis je dirais, pour peut-être conclure, sur les spécificités aussi de l'île, en termes de nouvelles drogues de synthèse, on en parle beaucoup aussi, c'est l'émergence des nouveaux produits de synthèse, au premier rang desquels la chimique. On entend de plus en plus parler depuis ces dernières années, qui était déjà assez présent sur l'océan Indien, notamment à Mayotte, mais qui effectivement connaît une progression assez importante au niveau des populations les plus jeunes. Donc voilà, on est quand même aussi face à des phénomènes émergents qui mobilisent quand même beaucoup notre attention, et ainsi celle des services des forces de l'ordre et du secteur hospitalier. Oui, tout à fait. La gravité de la situation nous interroge tous. Et justement, quelles sont les actions mises en place par les autorités ? Oui, alors c'est vrai que face à ce constat, qui est effectivement pas forcément très positif, mais en réaction, je dirais que les pouvoirs publics ont souhaité mettre en place, maintenant depuis un peu plus d'un an, je dirais une gouvernance renforcée sur la question de la politique de prévention et de lutte contre les addictions. Alors c'est vrai que traditionnellement, c'est une mission qui a été effectivement attachée à la préfecture à travers ce que l'on appelle la MILDECA. Donc c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc c'est un programme à la base national, mais qui est effectivement décliné dans toutes les régions de France. Et ici à La Réunion, elle est rattachée au sein du service de la préfecture. Et donc depuis plus d'un an, cette politique de prévention, elle est aussi copilotée avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, car l'idée en fait, c'était véritablement de pouvoir mutualiser davantage tous les dispositifs, tous les fonds aussi qui sont mobilisés en faveur de la lutte contre les addictions, pour pouvoir une force de frappe un peu plus importante. Donc c'est vrai que depuis plus d'un an, on copilote cette politique entre l'ARS et la préfecture. Et très concrètement, ça s'est mis en place par un comité de pilotage qui regroupe l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs du territoire qui sont mobilisés sur cette question. Donc au niveau des services publics, des services de l'État, on pense tout de suite à l'éducation nationale, toute la partie justement prévention. Ça peut être les services de la justice, les forces de l'ordre, toute la partie plus répression. Mais également, on y associe tous les acteurs du secteur médico-social,
notamment le CHU, les services d'addictologie au niveau du CHU. Ça va être également toutes les structures de prise en charge médico-sociale, avec des opérateurs spécialisés sur le territoire et associatifs. Et l'idée, voilà, c'est autour effectivement de tous ces partenaires institutionnels et associatifs de pouvoir davantage coordonner nos moyens humains, financiers et tous nos dispositifs pour renforcer les actions mises en œuvre. Donc très concrètement, ce qui a été mis en place là depuis là aussi à peine un an, c'est un appel à projet qui est doté pour le territoire de plus d'1 million, 1,1 million € par an, qui chaque année permet de financer notamment des actions d'opérateurs associatifs dans les établissements scolaires pour pouvoir soutenir des initiatives dans ce domaine. Donc c'est vrai qu'on essaye de renforcer voilà, cette force de frappe et également de davantage coordonner nos dispositifs pour que derrière on puisse aussi avoir des réponses coordonnées et appliquées sur le terrain. Les partenaires sont très réactifs, je suppose. Qui sont-ils ? C'est vrai que ce qui est à noter, c'est que globalement à La Réunion, on a quand même la chance de pouvoir justement s'appuyer sur un réseau d'acteurs, d'une part assez complet, diversifié, compétent, sur lesquels on peut s'appuyer. Pas uniquement sur le champ d'ailleurs de la prévention, hein, mais aussi de la prise en charge. Alors juste pour donner quelques éléments, c'est vrai que typiquement sur le champ de la prévention, toute la partie secteur médical, médico-social, on s'appuie notamment d'une part sur les services d'addictologie au sein du CHU, quelques aussi cliniques spécialisées en addicto. On a la chance aussi d'avoir sur le territoire le docteur David Mété, qui est aussi assez engagé je dirais, sur les thématiques de la lutte contre l'alcoolisme. Donc toutes les thématiques donc, de prise en charge médico-sociale, on peut notamment citer les associations comme Addiction France, qui est présente sur le territoire, l'association Le Réseau OT, plutôt sur le secteur ouest. Également des partenaires qui coordonnent aussi l'ensemble de ces acteurs, comme l'association Saomé, Santé Addiction Outre-mer. Donc j'arrête déjà un tissu associatif assez développé sur le territoire. Sur le plan plutôt institutionnel, il est à noter aussi que du côté des forces de l'ordre, on peut aussi s'appuyer sur 2 services de prévention au sein aussi des forces de l'ordre. Donc au niveau de la gendarmerie nationale, on a la maison de protection des familles, qui dispositif aussi d'agents spécialisés qui peuvent intervenir dans les écoles aussi pour faire de la prévention. Idem pour la police nationale. Donc là, voilà, sur le secteur de la prévention, un tissu assez important. Et également, je dirais même des ressources, des compétences locales qu'on peut aussi noter par rapport à d'autres territoires. Notamment tout à l'heure, je l'évoquais sur le syndrome d'alcoolisation fétale. On a ici des associations très en pointe sur la recherche, la prise en charge aussi des familles. Alors, je pense notamment au centre de ressources sur les SAF, avec le docteur aussi Bérénice Doré, qui est justement membre de l'Université de La Réunion. Donc, avec aussi tout un travail aussi de recherche sur ces nouvelles addictions et ses conséquences, notamment sur le SAF. Donc, c'est vrai que voilà, je dirais que nous aussi, en tant qu'acteurs publics, on essaye un maximum de pouvoir s'appuyer sur ce réseau partenarial, institutionnel, associatif, pour que nous, voilà, sur le plan, je dirais, des financements, on puisse soutenir ces initiatives qui peuvent être aussi très nombreuses. Peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure. D'accord. Des actions phares, je suppose, sur le territoire ? Oui, alors effectivement, là, comme je vous disais, nous, à travers l'appel à projet annuel que l'on finance, on essaie, je dirais, d'orienter nos actions sur 4 axes principaux pour ce type d'action. Premièrement, alors ça va être des actions, je dirais, de prévention, sensibilisation assez classiques que l'on peut connaître en milieu scolaire, sur les quartiers, dans les territoires. Donc là, c'est effectivement l'un des axes principaux. Deuxièmement, ça va être plutôt des actions de prise en charge médico-sociale des personnes malades, pour le coup, à travers les quelques opérateurs que je vous ai cités. Des actions également de communication, mais aussi de territorialisation sur le terrain. Donc là, on essaye de plus en plus d'impliquer aussi les communes à cette politique de territorialisation par tous les acteurs de proximité, les adultes relais, les médiateurs, les polices municipales, ils ont un rôle à jouer. Et enfin, dernier axe que l'on souhaite aussi appuyer, c'est sur la question de la réglementation, notamment des interdits protecteurs. Donc c'est vrai que c'est aussi cette action que je voulais évoquer aujourd'hui. Alors, concernant cette réglementation, je dirais que ça recouvre l'ensemble des règles applicables sur la question de la vente, de la publicité sur le tabac et l'alcool. Et sur le territoire, pas que d'ailleurs, en métropole aussi, on constate que cette réglementation est insuffisamment appliquée. On a eu des enquêtes de terrain qui ont été réalisées en national comme en local qui démontrent qu'assez facilement, par exemple, des mineurs peuvent se procurer très facilement de l'alcool, alors même qu'il est interdit à la vente pour les mineurs. Donc c'est vrai que depuis un an, avec le soutien du national, on a mis en place une expérimentation dont l'objectif est vraiment de renforcer l'application de ces interdits protecteurs par toute une série d'actions, je dirais, à la fois de communication, de sensibilisation
des professionnels, des maires sur leur pouvoir de police administrative, et prochainement des actions de communication qui vont être diffusées d'ici la fin de l'année sur les chaînes et les ondes locales pour justement promouvoir cette réglementation avant des opérations de contrôle que l'on va réaliser là durant les fêtes de fin d'année pour protéger la population. Donc ça, c'est vrai que je dirais que c'est la première grosse action que l'on mène là au niveau de la préfecture. Et une seconde action aussi que je voulais évoquer, c'est celle que l'on finance au bénéfice de l'université de La Réunion et portée notamment par l'ILET. Tout à fait. Et c'est bien dans ce cadre, je vous disais tout à l'heure que l'université s'était lancé ce défi avec l'ILET. L'ILET dont le principal travail, je dirais, c'est d'aller vers l'écrit, l'illettrisme, donc de renouer avec l'écrit. Et c'est bien dans ce cadre que nous avons présenté des ateliers d'écriture créative. La mission de l'ILET est également de professionnaliser les acteurs. Oui. Et donc, par le biais de ces ateliers d'écriture, nous avons d'abord commencé par proposer une démarche aux acteurs de lutte, tous les acteurs intéressés. Donc, nous avons mis en place des cours, c'était pendant la période de la crise sanitaire, justement, présentiels, des regroupements, et surtout distanciels. Et depuis, ces ateliers se sont propagés, en fait, en milieu scolaire, puisque nous sommes vraiment dans le cadre de la prévention. Et du coup, les collègues se sont emparés, aussi bien maintenant sur le terrain, dans les associations, que dans le système scolaire. Donc, des collègues du collège, du lycée, se sont emparés, en fait, de ces ateliers d'écriture et ont adapté la démarche avec des collégiens, des étudiants, mais toujours dans cette dimension d'espace de parole, espace de confiance d'abord, et puis l'écriture. Donc l'écriture, que ce soit par le dessin, par la poésie, par des slams, enfin on a de plus en plus de textes. Et ce que vous pouvez voir là à l'écran, nous avons commencé par demander aux jeunes de parler des addictions, mais par le biais de récits, du style un récit dont vous êtes le héros, ou un livre, où le personnage pouvait être imaginaire, où tout était possible dans la création de ce personnage. Pas forcément une autobiographie, puisque là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et donc, c'est bien dans ce cadre-là que nous envisageons de mettre en place des capsules vidéo pour créer cet outil numérique à diffuser après dans les associations, en tout cas sur le terrain, pour que les acteurs, les professionnels s'emparent de cet outil, se l'approprient pour pouvoir après adapter le produit au fur et à mesure, au fil des rencontres avec des personnes en situation de difficulté. Donc c'est vrai que pour nous, il était aussi vraiment intéressant de soutenir cette action, je dirais, à plusieurs titres. Premièrement, c'est vrai que d'une part, vous l'évoquez tout à l'heure, vous touchez in fine effectivement un public jeune, des collégiens, des lycéens ou autres. Donc c'est vrai que pour nous, c'est toujours le cœur de cible en matière de prévention des conduites addictives. Donc à travers ce public-là, c'était intéressant pour nous de soutenir l'action. Et puis deuxièmement, ce qui aussi nous paraissait vraiment assez judicieux, c'était, je dirais, aussi le support qui est proposé. Parce que c'est vrai que typiquement, nous, dans les ateliers de prévention, de sensibilisation que l'on propose, on a souvent des outils assez classiques, comme la réalisation de courts-métrages, de petits spots, dont sont friands assez les jeunes, mais aussi après d'autres supports comme le théâtre forum, ou tout type de support. Et c'est vrai que là, proposer finalement des ateliers d'écriture pour permettre l'expression, comme vous le disiez, sous format d'un texte, sous format effectivement d'un slam. Puis pas que, on peut toucher à toute la thématique artistique, à travers aussi la peinture, l'écriture et le dessin. Pour nous, c'est aussi intéressant parce que finalement, à travers ce mode d'expression, on peut aussi parler des addictions d'une autre manière pour aussi peut-être faire parler aussi des sentiments que effectivement les personnes concernées n'auraient peut-être pas forcément eu envie de dire, je dirais à l'oral ou autre. Donc de fait de l'écrire ou autre, ça peut aussi parfois libérer des sentiments, des impressions. Donc voilà, pour nous c'était deuxièmement important pour ce support-là. Et puis enfin troisièmement, on le disait tout à l'heure en introduction, nous on cherche aussi à cibler des publics cibles plutôt prioritaires. Décrochage scolaire et effectivement l'illettrisme, on est aussi sur des publics qui peuvent être parfois aussi en difficulté vis-à-vis de l'écriture, parfois aussi en difficulté d'intégration sociale dans la société, du fait de ces difficultés-là. Donc pour nous, finalement, à travers la lutte contre l'illettrisme par l'écriture, effectivement, ça peut être intéressant pour nous si on peut en même temps faire passer des messages de prévention, de sensibilisation sur les addictions et que d'ailleurs ça puisse aussi infuser auprès des professeurs et des professionnels qui accompagnent ces populations. Pour nous, vraiment, plus on parlera des addictions, des drogues et de toutes les difficultés qui vont avec,
plus ça amène, je dirais, à libérer la parole et surtout à sensibiliser les populations. Voilà, si vous êtes effectivement victime ou concerné par les addictions, essayez effectivement de vous faire accompagner par des professionnels qui peuvent vous aider dans ce type d'addiction. Donc, à plusieurs titres, vraiment, cette action pour nous semblait intéressante à développer et à soutenir. Oui, tout à fait, puisque ce partenariat est d'ailleurs essentiel avec les associations, avec les acteurs du terrain, puisqu'ils sont les premiers à être concernés, parce qu'ils sont en contact direct. Et justement, traiter de ces problèmes, il y a effectivement des liens, comme vous avez expliqué tout à l'heure, entre le décrochage scolaire, les discriminations, les addictions, la question de l'illettrisme, non-accès à l'écrit, etc. Et ouvrir cet espace de parole pour pouvoir après s'exprimer librement est un bon outil, puisque nous avons des retours positifs, où des jeunes reviennent dans ces ateliers, et où à cette dimension de l'écriture, puisque souvent on a une image un peu très contrainte du français. Oui. Alors passer par des ateliers d'écriture pour travailler la langue française, c'est aussi un bon moyen pour attirer ces jeunes-là et surtout leur donner la parole. Et c'est là qu'on va vérifier qu'ils ont de vraies compétences. Voilà. Et ces compétences sont à travailler, et au lieu de s'enfermer dans les manques, on va vraiment partir vers ce qu'ils savent faire. Là, je vous rejoins totalement là-dessus. Et c'est vrai que même nous, là, au niveau interministériel, on a reçu assez récemment une instruction interministérielle qui demande à ce qu'au niveau de chaque territoire, on puisse développer ce que l'on appelle les programmes de développement des compétences psychosociales. C'est effectivement un terme que l'on utilise de plus en plus parce qu'effectivement, pour nous, derrière tout ça, en termes de prévention, l'idée, c'est vraiment d'essayer de développer chez ces publics, effectivement, des compétences, voilà, plus ou moins formelles, qui va être effectivement l'estime de soi, l'esprit critique, la capacité d'écoute, d'adaptation, savoir dire non, savoir s'exprimer dans un groupe. Toutes ces compétences-là, justement, humaines, relationnelles, qui permettent effectivement aux jeunes de développer ces compétences psychosociales et qui lui permettent d'être mieux armés, je dirais, dans la vie de tous les jours pour faire face à des difficultés. Ça peut être dans le travail, mais des difficultés vis-à-vis de l'addiction. Et c'est vrai que dans le développement de ces programmes de développement des compétences psychosociales, on a eu quand même au niveau des études des résultats assez probants qui démontrent effectivement que tous les jeunes qui ont bénéficié de ce type de dispositif sur l'estime de soi, l'esprit critique, savoir dire non, qu'effectivement ils sont beaucoup mieux à même à à savoir dire non à une addiction, à un produit qu'on va lui proposer. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça peut lui servir dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai qu'indirectement, je dirais que ce type d'action rentre un petit peu dans cette philosophie pour nous. Monsieur Touré, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Déjà. Je vous dis à bientôt, et moi je vous retrouve pour vous expliquer en détail le contenu de ces ateliers d'écriture créative. À très bientôt, nous vous remercions. N'hésitez pas à aller sur le site et les réseaux sociaux de l'Université numérique de La Réunion. À très bientôt.